Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque chose de vertigineux dans la vie de Louis-Antoine de Bourbon, duc d'Angoulême, prince si proche et pourtant toujours si loin du trône. Le fils de Charles X, le neveu et gendre de Louis XVI et Marie-Antoinette, a régné sur la France quelques minutes le 3 août 1830 suite à l'abdication de son père. Que connaît-on de ce personnage improbable à la destinée exceptionnelle? Vous voulez le savoir? Venez avec moi. Louis-Antoine de Bourbon, titré duc d'Angoulême, né à Versailles en 1775. Ce fils aîné du comte d'Artois, le plus jeune frère de Louis XVI, reçoit donc l'éducation d'un prince de l'Ancien Régime et vit ses premières années à cette cour qui reste la plus brillante d'Europe, même si elle jette alors ses derniers feux. Il a pour gouverneur Monsieur de Seran, et on lui prête enfant un mot, qui fait preuve de son esprit. Le bailli Suffren, de retour des Indes, était venu lui rendre visite. Le jeune garçon, posant son ouvrage, lui aurait dit « Je lisais en ce moment même les vies des hommes illustres de Plutarque. Je quitte mes héros anciens avec plaisir, puisque j'ai l'honneur d'en avoir un devant les yeux. » Mais bientôt la politesse et le raffinement vont céder la place aux invectives et aux affrontements. En 1789, le duc d'Angoulême, âgé de 14 ans, suit son père sur le chemin de l'étranger. Il achève son éducation militaire à Turin et recevra dès 1792 le commandement d'un corps étranger. En 1799, il épouse à Mito, dans l'actuelle Lettonie, sa cousine Marie-Thérèse de France. L'infortunée fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, seule rescapée du Temple. Jusqu'à la première restauration, le duc et la duchesse d'Angoulême demeurent auprès de leur oncle, le futur Louis XVIII. Pendant l'Empire napoléonien, les communications entre le continent et l'Angleterre étant coupées, son oncle Louis XVIII charge Anne Louis-Henri de la Fare, évêque de Nancy, de lui verser, ainsi qu'à son frère Charles-Ferdinand d'Artois, le duc de Berry, des sommes importantes, depuis des maisons de banque de Vienne pour l'entretien de sa maison, pour les pensions de l'armée des princes et pour assurer la subsistance de ses compatriotes. Pour les mois de mars et d'avril 1807, le versement fut ainsi de 18 676 livres tournois. Le duc d'Angoulême combat en Espagne aux côtés de Wellington en 1814 en débarquant à Saint-Jean-de-Luz. Il lance à l'armée une proclamation aux accents libéraux affirmant notamment « Je viens briser vos fers, marchons tous ensemble au renversement de la tyrannie ». Quelques semaines plus tard, le 12 mars, il entre à Bordeaux, à la tête de troupes anglaises et portugaises, sous les acclamations de la foule, et proclame le rétablissement des Bourbons. Néanmoins, en 1814, le duc d'Angoulême démontre des goûts simples et se montre charitable et honnête, pieux et loyal. Il modèle scrupuleusement sa conduite sur la volonté du roi. Ses qualités solides sont malheureusement gâchées par un complexe d'infériorité, tenant à un physique ingrat, une taille chétive, des yeux myopes, des tics nerveux, une parole embarrassée et suprême disgrâce pour un prince de la maison Bourbon. Il souffrait d'impuissance. Quoi qu'il en soit, le duc d'Angoulême ne manque pas de courage. L'année suivante, lors des 100 jours, séjournant de nouveau à Bordeaux, il tente de s'opposer à l'irrésistible retour de l'Aigle. Il parvient à lever dans le Midi une petite armée, remporte quelques succès locaux. Toutefois, il échoue et se voit contraint de licencier sa division et d'envisager d'immigrer à nouveau. Nommé lieutenant général du royaume, il gagne Toulouse pour y organiser un gouvernement. Puis il se dirige en direction de Lyon avec 3000 hommes. Capturé, il est expulsé en direction de Barcelone. Après Waterloo, Louis XVIII confie à son neveu la mission de mettre fin à la terreur blanche qui enflamme le sud de la France. Le prince est également à même d'exercer ses talents de modérateur au cours de la guerre d'Espagne en 1823. En 1823, il conduit la victorieuse expédition d'Espagne qui gagne la bataille du fort de Trocadéro. Il s'empare de Cadix et restaure en monarque absolu Fernando VII, roi d'Espagne. Fort de sa qualité de généralissime de l'armée française envoyé pour rétablir Fernando VII dans ses prérogatives absolues, le duc d'Angoulême n'hésitera pas à critiquer la répression brutale du roi d'Espagne. Votre Majesté, écrit-il, depuis qu'elle a recouvré son autorité, n'a pris que des mesures opposées à tout gouvernement régulier et à tout ordre social. La mort de Louis XVIII, le 16 septembre 1824, fait de Charles X le dernier roi de France, tandis que son fils, le duc d'Angoulême, dernier à porter le titre de dauphin, entre au conseil royal.
Si le nouvel héritier du trône est loin de partager les idées rétrogrades absolues de son père, son épouse, en revanche, l'ancienne Madame Royale, garde une sainte horreur des idées nouvelles. Chrétienne fervente, d'une piété un peu étroite, elle exercera son influence sur Charles X dans le sens d'une intransigeance et d'un despotisme qui se révéleront à terme fatals à la monarchie. Les 27, 28 et 29 juillet 1830, le peuple de Paris s'est soulevé contre son roi, héritier de l'ancien régime, qui affiche ouvertement son mépris pour les idées nouvelles. Mais au terme des Trois Glorieuses, devant l'insurrection victorieuse, la famille royale a dû quitter le château de Saint-Cloud à la hâte pour partir pour Trianon. Et de là, dans le plus grand affolement, ils ont gagné Rambouillet. En route, les troupes ont fait cause commune avec le peuple, si bien qu'il ne reste à Charles X que quelques régiments et les gardes du corps pour assurer sa protection et celle des siens. Pendant ce temps à Paris, où la foule hurle « Vive la liberté, abat les Bourbons !», le duc d'Orléans a donné au vieux marquis de Lafayette le baiser de la tradition, dont le chancelier Metternich dira qu'il a étouffé la République. Le futur Louis-Philippe est en passe de devenir roi des Français. Charles X a-t-il alors une pensée pour son frère aîné Louis XVI ? On ne le saura sans doute jamais. Dans les heures qui suivent l'arrivée du roi et de sa suite au château de Rambouillet, les nouvelles de la capitale ne sont guère encourageantes. Charles X reste cloîtré dans ses appartements. Les messages qu'on lui remet sont de plus en plus alarmants. Le duc d'Orléans a rétabli la cocarde tricolore. Il a ordonné de prendre des mesures pour transporter Charles X en Angleterre. Le vieux roi, qui fêtera ses 73 ans le 9 octobre, sait que ses heures de roi de France sont comptées. Sa famille l'entoure de toute sa sollicitude. Son fils aîné, le duc d'Angoulême, et son épouse Marie-Thérèse de France, sa belle-fille, la duchesse de Berry, et ses deux enfants, Henri et Louise-Marie. Seuls les petits n'ont pas conscience de la gravité de la situation. Charles X s'inquiète de la rumeur que le peuple de Paris serait en route pour Rambouillet. Les quelques hommes qui lui sont restés fidèles ne seront pas assez nombreux pour affronter le peuple en colère. Le duc d'Angoulême est alors promu commandant en chef de ce qui reste des troupes loyalistes pour former une défense efficace. Le maréchal de Marmont, au nom des conseillers du roi, engage sa majesté à abdiquer au plus vite pour sauver le trône des Bourbons et surtout pour sauver sa vie et celle des siens, afin d'éviter de subir le même sort que son frère Louis XVI. En cette sombre journée du 2 août, Charles X décide d'abdiquer en faveur de son petit-fils, le jeune duc de Bordeaux, et écrit à son cousin, le duc d'Orléans, la lettre suivante. « Je suis trop profondément peiné des maux qui affligent ou pourraient menacer mes peuples pour n'avoir pas cherché un moyen de les prévenir. J'ai donc pris la résolution d'abdiquer la couronne en faveur de mon petit-fils, le duc de Bordeaux. Le dauphin, qui partage mes sentiments, renonce aussi à ses droits. » Pendant près de 2 heures, il s'emploie à rédiger le texte de son abdication, assisté de son ami, le baron de Damas, qui est aussi le gouverneur du duc de Bordeaux. Puis il fait appel à son fils, le duc d'Angoulême, qui en tant que dauphin légitime doit apposer son paragraphe au bas de la déclaration, par laquelle il renonce à ses droits à la couronne de France, en faveur de son neveu. Le dauphin, si impopulaire qu'il a été évincé à un instant d'hésitation. Moment qui dure près de 20 minutes. Pendant ce bref instant, il est Louis XIX, avant de contresigner le document et de céder le trône à Henri V. Peut-on imaginer ce qui se passe dans la tête du duc d'Angoulême? A-t-il pensé à continuer la lutte en conservant son titre de roi? A-t-il songé à gagner du temps pour attendre hypothétiquement aide extérieure et se voir rétablir comme Fernando VII? Quoi qu'il en soit, le règne de Louis XIX a pris fin avant même d'avoir commencé, pour durer seulement 20 minutes. Louis-Philippe devient roi des Français. Louis-Antoine, qui porte désormais le titre de comte de Marne, accompagne son père en exil, comme en 1789. Il s'installe ainsi en Écosse, puis à Prague et enfin à Goritz, à la frontière italo-slovène. Revenant sur sa renonciation dès lors que le duc d'Orléans a usurpé la couronne, Charles X fera figure de roi jusqu'à sa disparition en 1836. Quant à son fils, le duc d'Angoulême, il régnera, selon ses partisans, pendant encore 8 années jusqu'à sa disparition en 1844.
L'empereur François Ier d'Autriche offre le château de Prague à l'entourage royal en 1832. Louis-Antoine de France et Charles X s'y installent. Cependant, la mort de François Ier en 1835 met un terme à la protection accordée à la famille royale française. Son successeur, Ferdinand Ier d'Autriche, informe les exilés qu'il leur retire le palais pour son couronnement à l'été 1836. Mais on peut sans doute y voir une crainte des soulèvements et de révoltes envers le pouvoir impérial, en propagation des idées véhiculées par les révolutionnaires français en 1830. Les rois de France, contraints de quitter Prague avec leur entourage, et décident donc de repartir trouver refuge au palais de Grafenberg à Gorz, en Autriche, le 21 octobre 1836. De nombreux légitimistes ne reconnaissent pas les abdications comme valides et continuent de reconnaître Charles X comme le seul et véritable roi de France, jusqu'à sa mort en 1836. Son fils lui succède immédiatement sous le nom de Louis XIX. Ce dernier meurt à Gorz en 1844 à l'âge de 68 ans. Il a été enterré dans la crypte de son père Charles X dans l'église du monastère franciscain en Slovénie. À sa mort, son neveu, le duc de Bordeaux, devient chef de la famille royale de France, sous le nom royal d'Henri V, bien qu'il ait utilisé le titre de comte de Chambord en exil. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 29 mars 1830, Fernando VII, roi d'Espagne, annule la loi salique, écartant de la succession son frère cadet, Don Carlos de Bourbon, au profit de sa fille, Isabelle. Le 4 juin, l'assassinat à Beruscos, en Colombie, du général Antonio José de Sucre y Alcalá. Le 26 juin, c'est la mort de George IV, roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, d'Irlande et de Hanovre. Le 5 juillet 1830, la prise d'Alger par l'armée française commandée par le comte de Bourmont. C'est le début de la conquête de l'Algérie par la France 1830-1857. Le 30 novembre, on voit la mort du pape Pie VIII. Le 17 décembre 1830, Simon Bolivar, libérateur d'une partie de l'Amérique du Sud, est mort. Depuis plus d'un siècle et demi, la France vit en république. Auparavant et pendant 9 siècles, des princes de la maison capétienne avaient régné sur elle. Après la révolution de 1830, la branche aînée des Bourbons est chassée du trône. Depuis, la légitimité dynastique a continué d'être incarnée par une lignée d'hommes. Roi sans couronne, le premier d'entre eux, Louis XIX, le discret mais pourtant illustre duc d'Angoulême, n'a régné que le temps d'une signature. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.